Bonjour, bon après-midi. Eh bien, je m'appelle Rosa Carrillo et je suis directrice du programme d'accès linguistique appelé Language Access du district de Columbia, d'ici, un programme du Bureau des droits de l'homme. Et cet après-midi, nous sommes avec Ben de Guzman, directeur du Bureau Asie et Îles du Pacifique, que je vais vous laisser vous présenter également dans un moment. J'ai le plaisir de vous parler cet après-midi de l'accès linguistique. Oui, merci Rosa, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Ben de Guzman et je suis fière de servir Madame le maire Muriel Bowser en tant que directeur du bureau du maire pour les affaires asiatiques insulaires du Pacifique à Washington, D.C. Surtout, c'est formidable de vous parler du fait que le mois de mai est le mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. Donc, c'est une excellente occasion de pouvoir parler de notre bureau et de la manière dont nous servons la communauté asiatique, américaine et insulaire du Pacifique ici dans la capitale nationale. Donc je sais que cette conversation va impliquer des questions et je suis heureuse que vous m'aidiez à répondre à ces questions et pour votre communauté, pour que les nouvelles circonscriptions électorales apprennent également à propos du Language Access. Nous venons de clôturer le mois d'avril qui est le mois de la sensibilisation à l'accès linguistique et quelle meilleure occasion pour nous de célébrer cela dans votre communauté et nous ferons de même à travers cette interview. Nous nous élargirons en fait vers les autres communautés de même. Donc cette réunion est en cours d'enregistrement et elle sera disponible dans les 6 principales langues et nous parlerons de ces 6 principales langues dans un moment. Je suis donc toute oreille en termes des questions. D'accord, merci. Donc, vous savez, en pensant à la loi sur l'accès linguistique de 2004, en tant qu'outil permettant d'offrir un accès égal aux personnes ayant une maîtrise limitée de l'anglais et les gens qui ne parlent pas très bien anglais, pour s'assurer qu'ils peuvent bénéficier des ressources et des services fournis par le gouvernement ici dans le district de Columbia. Par le biais de la loi, les gens peuvent accéder aux services et participer à nos programmes. Et à travers le processus d'interprétation que notre gouvernement est tenu de fournir aux gens dans leur langue maternelle et de s'assurer que les documents qui sont des documents vitaux, soient traduits dans les langues que parlent nos résidents afin qu'ils les comprennent. Merci Ben. Et je devrais ajouter ceci pour que les gens, quand ils entendent cet enregistrement et le partagent au sein de la communauté de compétences limitées en anglais. C'est la loi donc sur l'accès linguistique de 2004, tout à fait. C'est ce que vous venez d'expliquer comme étant exactement ce que la loi permet et couvre, qui offre un meilleur accès à tout le monde et en particulier un accès égal ainsi qu'aux personnes qui ne parlent pas anglais. Donc c'est vraiment l'esprit derrière cette loi en 2004 et donc ça fait 18 ans déjà, étonnamment, oui. J'attendrai ta prochaine question. Oui, bien sûr, c'est drôle, Rosa. Je me souviens très bien, comme si c'était la semaine dernière, que nous fêtions le 15e anniversaire. Oui, c'est vrai. Oui, et on m'a rappelé à cet événement à l'époque que j'étais là, au fait, quand la loi sur l'accès linguistique a été adoptée en 2004. J'étais dans le secteur à but non lucratif et je travaillais sur l'accès linguistique pour les communautés asiatiques insulaires du Pacifique en tant que question politique sur laquelle nous travaillons. Alors, je me souviens très bien quand cette loi a été adoptée ici à Washington, D.C. Je travaillais en tant que défenseur pour s'assurer que la loi sur l'accès linguistique allait être quelque chose que le district de Columbia avait comme priorité. Parce que nous savons que l'accès linguistique est important pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Parce que nous savons que c'est quelque chose de vital. Nous savons que pour eux, il faut s'assurer qu'ils ont accès à tous les services fournis par le gouvernement. En passant, en fait, en termes d'importance de l'accès linguistique,
C'est drôle que j'en parle surtout pendant le mois de mai et le mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique, car l'accès linguistique en tant qu'obligation gouvernementale a vraiment été mise en place par une décision de la Cour suprême. C'était en 1974, je crois, à travers l'affaire de la Cour suprême Lau contre Nichols, ce qui s'est produit lorsqu'une famille de San Francisco, une famille donc de la communauté sino-américaine de San Francisco, s'est rendu compte que sa famille n'était pas servie de la même manière, à pied d'égalité, donc comme les gens qui parlaient anglais l'étaient. Et donc, ils ont poursuivi cela pour s'assurer que l'origine nationale, qui est au fait un droit garanti pour nous en termes de non-discrimination en raison de votre nation d'origine. La Cour suprême a décidé que la langue en faisait donc partie de cela. Et cela a créé l'antécédent légal qui oblige le gouvernement à fournir accès aux gens ayant une maîtrise limitée de l'anglais. Et donc, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. C'est vrai, Ben. Je pense que c'est aussi pourquoi il est important de rappeler aux gens l'importance de cette loi, surtout dans la région de DC. Et je connais certains des interprètes qui nous aident même cet après-midi, qui ont été présents et qui étaient avec nous dès le début et ont fait partie de ce mouvement en 2001. Et il y a un interprète que je connais personnellement et qui a joué un rôle très important dans ce processus. Et je me souviens de la raison pour laquelle c'était important. Dès les années 70, il y avait une loi pour la traduction dans DC. Puis, on a commencé à avoir ce besoin d'étendre cela non seulement à une répartition communautaire particulière, mais pour l'étendre, pour couvrir tous les groupes, tous ceux qui se trouvent dans le district de Columbia. Donc, l'importance de faire passer cette loi, c'est parce que c'est plus inclusif, bien sûr, mais aussi comment les gens avec un vocabulaire limité et ne parlant pas anglais ont-ils la possibilité de participer de manière égale et tout ce que cela implique dans la vie de la même manière que je l'ai mentionné précédemment, de la même manière que les personnes qui ne parlent que l'anglais et ont accès à cela. C'est donc l'une des principales choses que nous devons garder à l'esprit concernant l'importance de cette loi. Oui, en effet, je dois aussi dire que les dispositions de la loi sur l'accès linguistique de 2004 prévoit des niveaux particuliers d'accès linguistique en fonction du nombre de personnes parlant une langue particulière, n'est-ce pas? Et donc, si le nombre de locuteurs d'une langue particulière atteint un seuil minimum, cela déclenche l'obligation pour la ville de fournir un niveau de service particulier dans cette langue même. Ici, à Washington, D.C., il y a 6 langues dont les locuteurs, soit leur nombre, atteint ce seuil. Bon, donc les 6 langues dont les locuteurs atteignent ce seuil sont l'espagnol, le vietnamien, le coréen, l'amharique, le chinois et le français. Ainsi, les personnes qui parlent ces langues comme langue maternelle et qui ne parlent pas bien l'anglais peuvent bénéficier d'un niveau de service particulier en termes d'interprétation et en ce qui concerne les documents que la ville produit et qui sont des documents vitaux en tant que tels. Et ces documents doivent être traduits dans ces 6 langues, c'est obligé. Oui, c'est exact. En fait, le français était le dernier ajout en termes de langue, mais la législation initiale a adopté 5 langues, puis nous avons ajouté le français car il y avait un énorme besoin dans cette langue. Et vous avez si bien décrit le rapport entre l'accès à la langue et au seuil en termes de traduction écrite. Mais aussi, gardons à l'esprit que si un électeur parle une autre langue, autre que ces 6 langues, comme l'a mentionné le directeur de Guzman, il a également, ou bien cette personne a également le droit de demander un interprète. Disons que quelqu'un parle, par exemple, le bengalais et qu'il a besoin d'une interprétation
orale, cette personne a le droit de demander l'interprétation orale dans n'importe quelle langue. Tandis que pour la traduction écrite, oui, c'est certainement lié avec l'idée d'avoir un seuil minimum. Donc, il est important que notre communauté soit informée à ce sujet pour ces provisions et merci de partager le nombre de langues, Ben. Maintenant, les gens demandent sans cesse quel type d'agences ou d'organisations, de groupes sont couverts par cette loi. Par exemple, est-ce que je peux me rendre à n'importe quel magasin et demander ce service? En d'autres termes, quel type d'agences ou d'organisations sont couvertes? Donc, s'il vous plaît, expliquez à tout le monde. C'est ça. Donc, en termes de gouvernement municipal, il y a 38 agences gouvernementales qui ont un contrat public majeur en termes d'interaction avec nos résidents. Il y a aussi 25 agences qui ont moins de contacts publics ou bien de contrats publics pour parler à nos résidents et toutes les organisations, entrepreneurs et personnes qui reçoivent un certain type de financement gouvernemental ou qui ont un contrat avec le district de Columbia. Ce sont ces entités qui sont couvertes par la loi dite Language Access. Exactement, oui. Merci d'avoir partagé ça. Et il est également important de comprendre qui peut demander ces services. Est-ce que n'importe qui peut demander des services en vertu de la loi sur l'accès linguistique? Qui est-ce qui est couvert par la loi sur l'accès linguistique? Je peux commencer par répondre à la première question en disant toute personne ayant des limitations, que ce soit pour parler, écrire, comprendre anglais et qui vit, travaille ou visite d'ici ou même sollicite et offre des services ou qui a accès à n'importe quel programme ou participe à n'importe quel service ou programme gouvernemental. Il faut aussi garder à l'esprit les entités financées, comme nous venons de le dire. Vous venez de le mentionner plus tôt. Tout bénéficiaire ou entrepreneur financé qui reçoit tout type de financement du District de Columbia est également tenu de fournir ce service à ceux qui n'écrivent pas ou ne parlent pas l'anglais, de sorte que toute personne qui travaille, vit ou même visite d'ici a le droit de réclamer ces services. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important de le répéter, surtout parce que DC est un endroit et une destination internationale pour les gens. Donc, même si vous n'êtes pas un résident, même si vous ne vivez pas ici officiellement, nous avons une industrie touristique robuste, par exemple, des gens qui viennent ici en visite, des gens qui travaillent. Vous savez, dans cette pandémie, nous avons fait beaucoup de réunions en ligne, comme celle-ci qu'on fait aujourd'hui. Les personnes avec qui l'on tient des réunions depuis d'autres endroits, ces personnes sont également, elles aussi, couvertes par la loi. Je dirais aussi, juste comme remarque intéressante, que j'ai parlé avec des gens du gouvernement canadien, par exemple, et d'ici, en raison de la grande population d'immigrants que nous avons, qui viennent des pays d'Afrique, comme vous l'avez dit, le français est l'une des langues couvertes par d'ici. Et en fait, d'ici est l'une des plus grandes villes francophones où la langue officielle n'est pas le français. Donc, parmi toutes les villes au monde où le français n'est pas la langue officielle ou la langue nationale, d'ici sûrement est l'une des plus grandes villes de ce type qui fournit des services en français, vu le grand nombre de francophones qui y sont présents. Oui, merci d'avoir partagé cette information. D'ailleurs, vous vous en souviendrez peut-être, quand tout le mouvement sur l'accès linguistique avait été lancé, l'un des premiers endroits auquel nous pensions, et la première chose qui nous a été demandée par le membre du Conseil qui a présenté cette législation était « Combien de langues comptons-nous? Quelles langues sont parlées dans la région ?» Nous nous appuyons beaucoup sur les données du recensement en ce qui concerne les étudiants internationaux, mais les étudiants étaient des étudiants de la langue des signes américaine, ASL, et nous avons appris qu'il y avait 186 langues à cette époque, en l'an 2001-2002. Et je n'ai pas revu les données depuis, mais je pense que lors de l'anniversaire des 2 ans de la loi sur le Language Access, il y a eu une recherche faite par le Brooklyn Institute sur le nombre de langues parlées dans cette petite ville. Enfin, c'est incroyable de voir le nombre de langues parlées dans la ville. Et c'est l'une des agences qui a le plus de données à ce sujet.
Je me demande si cela change ou non. Nous verrons où nous en serons durant le 20e anniversaire peut-être. Nous pourrions faire une autre étude et une autre recherche et voir quel sera l'état de cela. Et c'est important de passer également au sujet suivant sur le language access. La question est, si je suis éligible pour demander service parce que je vis, travaille ou je visite d'ici, puis-je déposer une plainte par là même si j'estime que mes droits ont été violés en termes d'accès à la langue? Donc, la réponse à la question est oui, vous pouvez déposer une plainte. Qui peut déposer une plainte? Ou fondamentalement, comment une personne peut-elle déposer une plainte si elle ressent que la langue n'a pas été fournie ou que leurs droits n'ont pas été respectés? Et c'est pourquoi nous avons une loi très robuste dans le district de Columbia. La personne peut déposer une plainte, soit en ligne, en personne, par courrier ou par téléphone également. Le processus de dépôt d'une plainte, je veux le partager avec vous et je vais vous montrer également pour le partager avec la circonscription parce que notre bureau, qui est le bureau des droits de l'homme, est le bureau qui gère toutes les plaintes déposées en ce qui concerne l'accès linguistique. Alors tout d'abord, il y a un examen lorsque la plainte nous provient. Il y a un examen pour déterminer s'il y a compétence sur l'accès linguistique. C'est-à-dire si cette violation de l'accès linguistique se produit dans le district de Columbia ou bien si elle se produit ailleurs dans le Maryland, en Virginie ou bien dans une autre région. Il est donc important de déterminer la compétence de cette loi. Si nous concluons que oui, il y a compétence en vertu de la loi, alors immédiatement, mon bureau entre en contact avec les deux parties, à savoir la personne qui a déposé la plainte et le défendeur, soit la personne qui doit répondre à cette plainte de même, que ce soit dans une agence gouvernementale ou une entité financée ou un entrepreneur même. Et donc, nous avons une solution immédiate au problème et cela s'appelle le processus de pré-enquête. S'il existe une solution au problème de cet écart d'accès linguistique dans ce cas, alors nous ne continuons pas dans l'enquête. Le problème est résolu lors de la pré-enquête. Donc, les parties reçoivent les services et nous passons tous immédiatement aux mesures correctives. Mais s'il n'y a pas de solution de la part des agences ou si l'intimé a décidé qu'ils sont toujours en non-conformité ou bien en conformité, il n'y a pas d'accord là-dessus, alors nous transférons les plaintes sous enquête. Le processus d'enquête peut prendre environ 6 mois à 1 an pour déterminer si l'agence ou l'entité financée est en conformité ou non. S'il est constaté qu'il n'est pas conforme, mon bureau rencontrera l'intimé ou cette agence pour mettre en place un plan de mesures correctives qui puisse vraiment nous aider à combler ces lacunes dans l'accès linguistique. Donc, la plainte peut être déposée en ligne et ça peut se faire dans les 6 langues principales sur notre site web OHR. Nous pouvons envoyer ces informations plus tard et les partager avec votre bureau, pour que vos électeurs puissent également en savoir plus sur leurs droits. Donc, ce n'est pas qu'on les encourage à se plaindre, mais c'est important de savoir si les services sont fournis. C'est donc la seule façon dont nous pouvons aider les agences ou les entités financées pour améliorer leurs services et aussi pour l'autre côté, qu'ils reçoivent le service dont ils ont besoin et auquel ils ont droit. Tout à fait. Je voudrais juste ajouter, Rosa, que vous avez fait référence à un moment crucial pour l'accès linguistique, pas seulement en 2004, lorsque la loi a été officiellement adoptée à DC, mais le mouvement vraiment pour la faire adopter et qui remonte à 2000-2001. L'an 2000 était en fait l'année où le gouvernement fédéral, grâce au président Clinton, qui a émis à l'époque un décret exécutif dont j'essaie de me souvenir du numéro. Je pense que c'était le numéro 13125. Tu es proche, je pense que c'était 166. 13166, oui, exactement, qui a mis en place donc des dispositions très similaires à ce que nous avons ici, mais au niveau fédéral. Et parce que DC est la capitale de notre pays, vous savez que le ministère de la Justice qui exécute ce décret au niveau fédéral est évidemment situé ici, à DC. Et juste comme une note amusante, une bonne amie à moi est avocate au ministère de la Justice et c'est son travail de s'assurer que ce décret exécutif soit appliqué.
Et donc, elle travaille avec les agences fédérales pour s'assurer que, comme vous savez, les documents soient traduits, que le gouvernement fournisse également les services. Oui, merci. Oui, absolument. Je pense que le gouvernement fédéral est notre meilleur partenaire, ainsi que le ministère de la Justice et le Bureau des droits civils a également un département d'accès linguistique bien ancré. Je pense que c'est l'un de nos alliés les plus puissants. Et un autre allié à nous vient de prendre sa retraite, Paul. Je suis sûre que vous le connaissez. Mais oui, Paul, un autre cher ami qui me rappelle que nous faisons ce travail depuis trop longtemps. C'est vrai. C'est exact. Et je me souviens que ce bureau effectue également des audits auprès du département de la police métropolitaine dans les différentes villes. Et en 2005 ou 2006, il y avait un audit pour DC, pour le département de la police métropolitaine. Et il y avait un groupe de discussion auquel j'ai participé. Mais cela se produit partout, dans chaque ville. Et je pense que notre service de police se renforce en termes de conformité. Et cela est dû au travail que nous faisons avec ces agences fédérales. Alors oui, une des choses dont nous pouvons vraiment nous vanter ici à DC serait bien notre loi Language Access, parce que c'est l'une des versions les plus robustes de son genre partout dans le pays. Absolument. Donc en tant qu'employé de la ville, c'est quelque chose dont nous pouvons nous vanter. C'est vrai. Et une autre question qu'on me pose parfois dans notre communauté est que, comme vous le savez, notre communauté se sent parfois à l'aise d'emmener son propre interprète. Je veux dire, parfois emmener les membres de leur famille avec qui ils se sentent plus à l'aise pour parler. Et c'est une zone grise. Peuvent-ils emmener quelqu'un avec eux? Ont-ils ce droit? Peuvent-ils utiliser leur propre interprète? Et oui, ils peuvent utiliser leur propre interprète. Cependant, à condition que ce ne soit pas des mineurs. On ne peut en aucun cas avoir recours à un enfant dans ce cas. Aucun mineur est l'une des personnes proéminentes dans la formation de la conformité ici dans notre bureau. Priscilla Mendy-Saba, son job est de s'assurer que tout le monde sait comment utiliser un droit de renonciation d'interprète s'il le décide. C'est déconseillé, mais nous comprenons que parfois notre communauté décide d'emporter les siens comme interprète à des fins de confidentialité ou de vie privée. Alors oui, en vertu de la loi, oui, ils peuvent le faire, donc ils peuvent signer une dérogation pour les interprètes. Oui, je pense que c'est vrai. Et l'une des choses que nous parlons, dont nous parlons, Rosa, est exactement ce que vous avez noté, le fait que nous décourageons les gens d'amener des mineurs, mais surtout vos propres enfants. Vous savez, parce qu'il y a des situations où il y a des informations délicates, par exemple entre un médecin et son patient, et que vous ne voulez pas que vos enfants aient à en être responsables. Un autre type de disposition connexe est en fait lié aux élections. Il existe des dispositions distinctes de la même loi sur l'accès linguistique pour la loi sur les droits de vote qui vous permettent de recevoir des services fournis dans votre propre langue. Et vous êtes autorisé à y amener votre propre interprète. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas emmener votre mineur ou votre enfant et vous n'êtes pas autorisé à emmener votre employeur ou un représentant de votre syndicat. Donc, c'est juste un aspect particulier de la loi sur le droit de vote qui est également lié à ce domaine. Et je pensais qu'il serait également important de le mentionner. Absolument. Et en parlant de situations où l'on est à l'aise ou pas, comme vous venez de le mentionner, bien sûr, domaine médical aussi. Nous recevons des questions comme est-ce que nos écoles du DCPS, donc des écoles publiques de DC, sont couvertes en vertu de la loi? Absolument. Oui, toutes sont couvertes par la loi. Ainsi, les parents ont le droit de demander des services d'interprétation dans ces écoles ou dans toute autre situation où ils ont une interaction avec les éducateurs. Je veux juste m'assurer que tout le monde soit au courant. Et pour conclure un peu notre conversation, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, parce que c'est bien de voir comment nous relions le travail que vous faites avec votre communauté, et la communauté en général, pas spécifiquement la vôtre, vous savez, et travaille avec Language Access qui couvre tout, vous savez, qui couvre tous les domaines du travail. Il n'y a pas de limite parce que nous voyons que sous Language Access, que ce soit le travail ou l'éducation, tout ce que nous faisons implique la langue. Je pense qu'il est important que nous sachions qu'il y a certaines exigences auxquelles l'agence doit se conformer
en vertu de la loi sur l'accès linguistique, et l'une des principales est la signalisation. Ainsi, notre communauté est informée de la signalisation qu'elle doit rechercher, donc les affiches, lorsqu'elle se rend dans une agence gouvernementale ou une entité financière qui nous aide à demander un service d'interprétation. Je ne sais pas si nous pouvons afficher cette image de l'apparence de la pancarte, mais l'une des principales choses que nous devons garder à l'esprit. Merci Maya de partager cette information. Donc c'est important lorsque vous vous rendez dans une agence gouvernementale. Cette agence gouvernementale a ce guide pour les services d'interprétation, ce poster ou bien l'affiche que nous appelons l'affiche de la langue, l'affiche du guide d'identification de la langue. Ainsi, vous pouvez, en tant que membre de la communauté qui parle une langue particulière, pointer du doigt et identifier la langue que vous préférez ou laquelle vous parlez. Donc, un représentant ou un membre de ce personnel pourra se connecter avec la ligne linguistique, avec le service d'interprétation par téléphone. Aussi, dans mon bureau, nous encourageons vivement les agences gouvernementales à afficher les cartes iSpeak. Donc, les cartes iSpeak sont la ressource ou l'outil nécessaire pour que le public garde à l'esprit qu'il a le droit à un interprète. C'est une carte qui est dans les 2 langues et nous l'avons dans les 6 premières langues au moins. Et il y a le numéro du bureau de OHR où ils peuvent également déposer une plainte et nos informations sont incluses dans ces cartes dites iSpeak. Alors informez-vous également de votre droit de demander des services d'information. Oui, en ce qui est de notre agence, vous pouvez voir très clairement notre guide de langue et d'identification. L'affiche vous regarde droit dans les yeux lorsque vous entrez dans notre bureau, juste là, à notre bureau d'assistance du personnel. Nos cartes iSpeak sont juste à côté. En fait, je veux m'assurer que nous en avons encore beaucoup dans notre bureau, donc il se peut que je vienne à votre bureau plus tard aujourd'hui pour en prendre. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est là. Mais je me souviens en fait quand je commençais à me familiariser avec les politiques d'accès linguistique et les lois, que les cartes iSpeak étaient pour quelqu'un qui était novice comme moi en droit à l'époque, les cartes iSpeak m'ont semblé être un outil très simple mais très puissant pour les gens qui ne parlent pas anglais. Comment leur faire savoir que vous ne les comprenez pas et que donc vous pouvez leur donner cette carte? Oui, c'est vrai. Donc pour quelqu'un qui commençait tout juste à apprendre les lois à l'époque, au début de ma propre carrière, apprendre comment ces cartes sont utilisées par nos résidents, c'était un outil très important pour moi dans ma propre courbe d'apprentissage. Oui, et en fait, mon bureau est très actif en termes de dire que nous distribuons également ces cartes aux entités financées et auprès des organisations où nous savons que nos électeurs se rendent le plus souvent et s'appuient directement sur les services des fournisseurs de services et ceux-ci sont disponibles. Ces cartes iSpeak pour que les résidents, en particulier les clients de ces organisations, peuvent avoir cette ressource à leur disposition et nous contacter. En particulier simplement parce qu'il est important qu'ils connaissent leurs droits. Je veux donc m'assurer qu'ils le savent tous. Tout à fait. Donc, si vous venez à notre bureau, dans le cadre de notre conformité à la loi sur l'accès linguistique, notre personnel parle 3 de ces langues, chinois, vietnamien et coréen, en termes de services professionnels officiels. Moi-même, mon espagnol est assez bien, donc je peux parler avec nos résidents espagnols, ou bien qui parlent l'espagnol. Peut-être assez pour s'assurer que nous pouvons nous connecter à une ligne linguistique. Et je parle aussi le tagalog. Mes parents ont immigré ici des Philippines. Et donc, même si je fournirais un niveau professionnel d'interprétation en tagalog, ou bien je ne fournirais pas un niveau professionnel d'interprétation en tagalog, j'ai utilisé ces 2 langues dans le cadre de notre travail auprès de nos électeurs. Alors, ce sont les langues que notre bureau parle ici dans le Marion Barry Building à Washington. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information. Et je pense que c'est tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je n'ai plus de questions pour l'instant. Non, c'est tout de mon côté. Je vous remercie pour cette opportunité. Je pense qu'il est toujours important de pouvoir parler de cette législation. C'est quelque chose qui semble
qui semble intuitif quant à la façon dont nous voulons nous assurer que nous aidons tous nos résidents. Mais lorsque vous entrez dans les détails que nous avons pu entendre ici aujourd'hui, je pense qu'il est très utile pour les gens de connaître les détails de la façon dont nous fournissons le service et comment nous nous assurons que nos résidents qui n'ont pas un très bon anglais, qu'ils peuvent bien être servis eux aussi. Oui, merci, je suis très heureuse et fière d'être une résidente de DC, cette ville qui fournit cet outil et cette législation à notre communauté. Et moi de même, yo también. Que bueno. Merci. Merci à tous et merci à nos merveilleux interprètes qui sont avec nous cet après-midi pour nous aider à faciliter cette communication. Et nous serons, comme je l'ai dit, disponibles et nous fournirons cet outil à votre bureau ainsi qu'aux autres bureaux de circonscription. Oui, merci beaucoup et joyeux mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. Oui, merci.